Bienvenue à tous, chers enchanteurs et enchantresses de Radio Antasia, c'est Alexandra pour la chronique de la magie d'Avalon. Et donc aujourd'hui, pour ce 9e épisode, nous allons un petit peu plus parler de ce que c'est en fait sur ce cheminement de prêtresse d'Avalon que j'ai pu parcourir, ce que c'est de renouer avec les pouvoirs du féminin. Dans les différents épisodes, on a beaucoup parlé de justement ce fameux mode d'emploi, cette magie unique, cette constitution originelle qui va être un petit peu l'un des premiers pas en fait quand on fait ce cheminement vers Avalon. C'est se reconnecter aussi à soi, c'est comprendre son fonctionnement. Et donc on a pas mal détaillé en fait tous ces aspects-là, les différents domaines de magie, les archétypes, féminins des Morgans qui peuvent nous aider par rapport à ça. Mais on oublie en fait, on n'a pas oublié, mais en tout cas un des gros points phares également d'Avalon, en fait, de cette île qui est certes le cœur de la magie du monde celtique à tout le moins, mais qui est aussi ce sanctuaire du féminin. Et donc on va vraiment dans une quête du féminin sacré. Mais donc, c'est quoi en fait la quête du féminin sacré? Et donc justement, quelles sont un petit peu les pensées qu'on a autour de ça, les fausses croyances entre guillemets, ou les idées préconçues en tout cas qu'on peut avoir sur le féminin sacré. Il y a beaucoup de personnes en fait, quand on leur dit féminin sacré, il y a une espèce de concept New Age en fait, c'est-à-dire que là c'est bon, c'est la grosse tendance, on parle de féminin sacré à toutes les sauces, etc. Ça veut plus ou moins rien dire, les gens ne connectent pas vraiment à ça parce que ça apparaît comme une mode de plus, un concept New Age un petit peu. Parfois pour certains ça peut paraître comme un peu sectaire, c'est-à-dire ces cercles de femmes, on sait pas trop ce qui s'y passe, est-ce qu'il y a des rituels bizarres, est-ce que on est dénudé à chanter à la lune autour d'un feu, à égorger des chèvres ou que sais-je, ce genre de choses-là, plein de rituels bizarres. Parfois aussi les gens vont penser qu'il y a un surfocus sur la sexualité et qu'ils sont pas forcément prêts à ce type de travail de groupe, etc. Bref, toutes ces différentes pensées-là en fait qu'on peut avoir sur le féminin sacré, et donc pour beaucoup de personnes, ils sont pas spécialement intéressés. Donc là, du coup, je voulais un petit peu plus parler de ce que c'est en fait de ce fameux féminin sacré quand justement on fait donc ce cheminement avec Avalon, pour aller vers ce sanctuaire du féminin sacré qui est très bien représenté dans la tradition avalonienne. Mais encore une fois, il y a plein d'autres chemins, bien évidemment, pour aller vers cette quête-là. Donc c'est quoi finalement en fait la quête du féminin sacré? Bien déjà en fait on part d'un état de fait qui est que dans notre société moderne maintenant on a vraiment toutes grandi en tant que femme dans un monde qui est très patriarcal. Donc une société qui est construite avec un surfocus sur l'action, l'analyse, la rationalité, toutes des qualités en fait qui sont reliées au masculin et au détriment justement de tout ce qui va être intuition, ressenti, réceptivité, qui sont plus des attributs féminins. Et donc du coup une femme dans un monde moderne actuellement, pour prendre sa place, il y a une espèce d'inconscient collectif qui fait qu'il faut qu'on se comporte entre guillemets comme un homme, qu'on joue les règles du jeu du monde patriarcal pour pouvoir trouver sa place. Et c'est là effectivement qui est l'erreur, parce que ce soit pour un homme ou pour une femme, aucun ne devrait faire de sacrifice par rapport à la personne qu'il ou elle est. Et donc là effectivement de considérer que le féminin, et encore une fois c'est un héritage culturel, même presque, c'est transgénérationnel à ce point-là, parce que en fait nos sociétés depuis plusieurs siècles en fait ont véhiculé l'idée, donc notamment au travers du catholicisme, mais on veut véhiculer l'idée que la femme était le sexe faible, était inférieure, etc. Donc connecter à son féminin, ça veut en un certain dire être vulnérable, ne pas être assez forte, etc. Ce qui est bien évidemment faux. C'est simplement que nos forces ne résident pas au même endroit et qu'on peut justement être tout aussi forte et positionnée dans notre monde simplement en jouant nos propres règles du jeu plutôt que de jouer les jeux de l'autre. Vous savez que quand on joue à un jeu, quel qu'il soit, si vous utilisez les forces et les outils de quelqu'un d'autre pour arriver au même résultat, mais que ces outils ne vous correspondent pas, ils ne sont pas adaptés à vous, et bien évidemment vous allez perdre. C'est un petit peu le même principe ici. Donc il y a vraiment cette idée, quand on va sur cette quête du féminin sacré, c'est retrouver en fait un équilibre, donc qui n'est pas du tout dans le combat ou le côté de mettre l'homme de côté, pas du tout. C'est même pas non plus le fait de mettre son masculin de côté, c'est simplement de remettre son féminin à une juste place aux côtés de son masculin pour qu'il y ait vraiment ces deux forces qui travaillent, un peu comme on avait parlé quand on expliquait justement la part d'ombre et la part de lumière. C'est le même travail en fait de réharmonisation, de rééquilibrage.
Et donc effectivement, cette vision très péjorative du féminin se transmet aussi beaucoup dans le langage. C'est-à-dire que une jeune femme va parler de ses règles, ses ragnagnas, ses menstruations pour faire un petit peu plus scientifique. Les Anglais ont débarqué pour beaucoup d'autres personnes. Il y avait un sentiment de honte, c'est-à-dire que très petite, souvent nos mères ou les femmes autour de nous vont nous dire il faut pas le dire aux garçons, faut cacher, voilà tes protections hygiéniques et autres. Il y a ce côté voilà, c'est honteux, c'est sale, ce sang en fait, voilà, on ne sait pas, etc. Et donc il y a un refus, un rejet parfois par rapport à ça qui se traduit généralement par de nombreux différents symptômes. Là, je n'entrerai pas forcément dans ces détails-là ici, mais en tout cas voilà, il y a cette vision assez péjorative jusque dans le langage et jusque dans voilà la transmission de mère à fille de cette transition-là du féminin et de tout ce que ça implique également après pour notre vie de femme. C'est-à-dire qu'on a perdu ces anciennes traditions de tente rouge où là les femmes se retrouvaient avec différents âges et s'enseignaient en fait ce que c'était d'être une femme, ce que c'était de grandir en tant que femme et quelles sont les forces qu'on déploie. Et donc justement d'aller à Avalon, d'aller vers ce sanctuaire du féminin, c'est aussi cette reconnexion en fait à ce mode d'emploi du féminin. Un peu comme j'ai parlé du mode d'emploi pour notre magie unique avec les 4 éléments. Là c'est pareil, c'est vraiment cette idée de reconnecter avec c'est quoi être une femme, c'est quoi mon mode d'emploi du féminin et comprendre un petit peu voilà les différents rouages de nos cycles, autant au niveau mensuel qu'au niveau de l'année, qu'au niveau de la vie. Et donc, pour beaucoup de femmes, en fait, cette quête du féminin sacré se base aussi sur un autre état de fait qui est que elles ont vécu parfois des expériences très traumatisantes, soit au niveau de leur féminin, soit au niveau de leur sexualité, soit du coup voilà des femmes qui ont eu des violences sexuelles, des femmes qui ont fait des IVG, des femmes qui ont eu des fausses couches, plein de choses en fait qui ont pu se passer, ou des femmes qui ont grandi dans une famille où en fait on aurait bien voulu un garçon et en fait on a eu une fille et donc du coup elles ont dû se comporter comme un garçon pour être reconnues, acceptées par les membres de leur famille. Donc toutes ces parts féminines, intuitives, réceptives, à l'écoute de ses ressentis, c'était pas forcément vu comme quelque chose de positif, de valorisant, et donc du coup le féminin a été au final très étouffé, oublié et blessé en fait par la personne. Et donc on s'est coupé complètement de cette zone-là, donc cette zone de notre bassin, la zone chakra sacré ou de l'utérus, peu importe voilà comment on veut le voir, mais ce bas-ventre en tout cas, ce bassin qui du coup n'est pas utilisé, alors qu'en fait pour les femmes c'est une énorme source de puissance. Alors c'est pas effectivement vrai que pour les femmes, le chakra sacré est une source de puissance d'énergie pour tous les êtres humains à tout le moins. On ne sait pas forcément pour les animaux, mais pour les êtres humains à tout le moins. Mais pour les femmes, voilà, c'est littéralement matérialisé par le fait que cette zone-là est une zone de création. C'est là qu'on peut créer des bébés, effectivement. Même si on ne choisit pas de le faire, ces bébés peuvent prendre une forme un peu plus subtile et énergétique. Ce sont des projets qu'on va faire naître dans notre ventre, en fait. C'est cette idée de dire c'est dans mes tripes, clairement. Donc en fait voilà, c'est vraiment cette quête du féminin sacré, c'est vraiment ça. Au final, c'est pas un concept fumeux, c'est pas se connecter à des choses complètement immatérielles. Non, c'est revenir à une écoute de soi, une connexion à soi, et encore une fois comprendre comment on fonctionne, comprendre nos forces, comprendre comment on peut utiliser ces forces à bon escient et au final arriver au même résultat qu'un homme dans son monde d'homme en fait. Donc encore une fois, c'est vraiment c'est pas une dissociation, c'est pas un rejet de quoi que ce soit, c'est simplement de se rendre compte que les forces du féminin sont différentes, mais elles sont tout autant potentes en fait, et on peut justement arriver à apprendre à s'en servir. Et donc dans cette recherche justement de mode d'emploi, quand on fait ce cheminement avec Avalon, avec la déesse, avec la dame du lac, avec tous les archétypes du féminin dont on va parler un petit peu plus loin, on va justement, comme je disais, se réapprendre à se connecter à son féminin sacré. Et les premiers pas qu'on va pouvoir faire et que tu peux déjà commencer à faire dans ton quotidien, c'est justement de changer ce fameux langage, par exemple. On va parler de nos règles, de nos ragnagnas, je suis indisposée, ce genre de choses. Et si justement tu remplaçais ça par j'ai mes lunes. Voilà. Et là, d'un coup, en fait, on sent entre j'ai mes règles, j'ai mes lunes, il y a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus honorant au final.
dans le terme j'ai mes lunes versus j'ai mes règles. Donc là, effectivement, les règles qui instaurent une idée de soumission, de jugement divin ou que sais-je, versus j'ai mes lunes où là, du coup, on a cette reconnaissance que l'événement qui se passe actuellement pour moi est en directe connexion justement avec le cycle lunaire, puisqu'un cycle féminin est globalement sur les mêmes durées qu'un cycle lunaire. Et là, d'un coup, ça nous met en reliance avec notre environnement autour de nous, avec les énergies qui sont au-delà de nous. Donc, d'avoir aussi cette conscience d'être cette part divine. Hein. Nous sommes tous une petite part divine. Et là, du coup, on a cette conscience-là en tant que femme. On est à l'image de la nature, cette capacité de création que l'on a. Et donc, ce cycle lunaire est à honorer dans ce sens-là. Donc, rien que le terme lune versus règle va être déjà beaucoup plus positif. Idem quand on est une femme qui arrive dans cette phase de ménopause. Le terme ménopause, si on l'écoute en fait, soit en langage des oiseaux, donc en anglais ça va faire men oppose, l'opposition à l'homme, c'est-à-dire l'opposition au masculin. Donc le masculin en soi et le masculin à l'extérieur de soi. Et c'est souvent ce que beaucoup de femmes vont vivre, voilà, à partir de la ménopause, il va y avoir cette espèce de conflit en fait, à la fois avec leur part masculine qu'elles ont utilisée jusqu'à présent dans leur vie active, mais parfois aussi avec leur partenaire masculin. Mais également, on peut le voir en fait dans la racine grecque gréco-latine, méno qui veut dire moins en fait et pause, donc le fait d'arrêter quelque chose. Donc pareil, dans ce terme-là, il y a quelque chose de péjoratif et qui fait que beaucoup de femmes en fait considèrent quand elles rentrent en ménopause, elles ne sont plus des femmes. J'ai énormément de clientes qui arrivent à cet âge-là et qui me disent « Ah non, mais maintenant ça sert plus à rien, je suis plus une femme ». C'est totalement faux. Il n'y a rien de plus faux en fait au monde que de dire un truc pareil. Parce que on n'est pas défini simplement par notre capacité de procréation. En plus, il y a des femmes qui choisissent de ne pas procréer. L'idée, c'est vraiment de considérer que, arrivé à cet âge-là, on a une expérience de vie phénoménale. Et comme on va en parler un petit peu plus loin, on a traversé les 4 grosses phases de vie, les 4 grosses archétypes du féminin. La jeune fille, donc quand on est en enfant et juste avant notre adolescence, la mère donc la période très fertile, donc 25-35 ans, l'enchanteresse à partir de 35 ans, donc la femme un peu plus mûre qui a eu ses enfants parfois, etc., et qui commence à penser un peu plus à elle. Et donc la femme sage, la 4e phase après donc la ménopause, après 50 ans. Et là donc une femme qui est en ménopause, on va parler qu'elle est en plénipause parce qu'elle est pleine des 4 archétypes du féminin fondateur qui la composent. Elle a masterisé en fait toutes ces différentes étapes. Donc ce n'est pas une femme qui est moins, c'est une femme qui est tout. Donc le terme plénipause avec l'idée de plein va donner encore une fois ce côté beaucoup plus positivant pour pouvoir parler en fait de ce féminin. Donc déjà dans le langage, tu vois à quel point ça peut être des choses très faciles. Même si tu veux pas utiliser le terme lune, tu peux dire voilà j'ai mon cycle. C'est quelque chose encore une fois qui est encore plus positif aussi parce que de fait nous sommes des créatures cycliques. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi honoré de cette manière-là. Également, changer cette vision de punition divine. Je sais que beaucoup de femmes vivent le moment de leur lune, le moment de leur cycle comme la punition divine qu'on nous a enseigné. Effectivement, on va saigner pendant X jours, et effectivement, c'est quelque chose qui peut être vécu de manière très inconfortable, très handicapante et autres. Mais encore une fois, c'est la manière dont on vivre nos moments de lune, nos moments de cycle, va être définitivement déterminée par rapport à tout le mois qui s'est passé juste avant. Comment est-ce qu'on a honoré notre féminin, respecté notre féminin pendant toute cette période-là? Est-ce qu'on a été full dans notre masculin et du coup, on a complètement zappé notre féminin et du coup, notre cycle va être vécu bien moins facilement que lorsqu'on a pris ce temps d'honorer son féminin au fur et à mesure. Alors, il y a plein de manières de le faire, effectivement. J'aurais pas le temps de tout expliquer ici, mais c'est de considérer en fait, est-ce que je m'offre assez, par exemple, de moments de calme, de pause, de réceptivité, d'écoute de mon intuition. Ça peut être des méditations, ça peut être de prendre un bain, de se balader en forêt, peu importe en fait. Mais est-ce qu'à un moment donné, je considère que je suis femme et que j'ai des choses en fait à vivre avec ça, et connecter à ces forces-là.
Donc toutes ces voilà, ce cheminement voilà du féminin sacré qu'on peut faire avec Avalon, c'est aussi voilà ces premiers pas pour pouvoir connecter à ce mode d'emploi du féminin, changer son langage, changer sa vision, reconnecter aux différents cycles. Donc voilà, que ce soit les 4 semaines du mois, hein, comme je dis, voilà, nos 4 semaines du mois sont reliées aux 4 archétypes du féminin. La première semaine du mois, donc juste après nos lunes, ça va être la phase de la jeune fille, donc ça relié voilà à la lune croissante. La phase ovulatoire, la deuxième semaine, va être reliée à la pleine lune et à la phase de la mère. La troisième semaine, la lune décroissante va être reliée à ce moment donc post-ovulatoire, où là on rentre dans la phase de l'enchanteresse. Et la quatrième semaine, la semaine de nos lunes, nous sommes dans la phase de la sorcière. Nous sommes en lien avec la nouvelle lune, la lune noire, et du coup donc le cycle après recommence. Et ce cycle-là voilà est transposable sur les 4 saisons, et donc pareil, le printemps pour la jeune fille, l'été pour la mère, l'automne pour l'enchanteresse et l'hiver pour la femme sage. Et donc on voit à quel point notre féminité s'inscrit dans ces secrets en fait de décryptage de la nature, ces secrets de comment fonctionne la nature, comment fonctionne cette croissance, et nous sommes une petite parcelle en fait qui montre cette croissance. Et donc on habite littéralement cette croissance et on projette cette croissance dans le monde quand les personnes avec lesquelles on peut interagir. Donc effectivement, reconnecter avec tout ça est quelque chose qui va nous permettre de rentrer dans une puissance assez phénoménale, parce qu'on va pouvoir juger et jauger notre énergie selon chaque semaine par exemple, ou selon chaque période de l'année. On va pouvoir justement utiliser différemment. Il y a par exemple des études américaines qui ont montré voilà, quand on donne des jours de congé par exemple aux femmes qui sont dans leur lune, ils vont leur donner voilà 4-5 jours de congé pour la période de leur lune, et ils se sont rendus compte que la productivité de cette femme-là dans une entreprise au bout d'un mois n'était pas moindre qu'un homme, parce qu'elle avait eu plus de jours de congé. Parce qu'au final, les moments où elle est justement dans sa phase de la jeune fille ou de la mère, elle est full productive, elle est pleine d'idées, pleine de projets, elle va aider ses collaborateurs, etc. Et donc au final, parfois, elle va battre encore plus de travail qu'un homme qui va parfois avoir une énergie qui est certes d'apparence beaucoup plus stable, bien que ce n'est pareil, ils ont aussi des cycles, mais qu'on ne va pas forcément autant voir que pour le féminin de manière aussi pragmatique, mais ils en ont aussi, mais d'apparence, leur énergie est beaucoup plus stable que le féminin qui est beaucoup plus fluctuant. Mais en moyenne, à la fin, au final, on arrive au même résultat. Donc c'est bien montrer voilà, qu'en utilisant ces forces différemment, en sachant quelles sont nos forces justement, on va pouvoir être aussi puissante, aussi productive, aussi performante qu'un homme, sans forcément jouer les règles du masculin. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à garder en tête, qui peut vraiment commencer à nourrir aussi ce travail de reconnexion à notre féminin, de guérison à ça, parce que c'est pas un chemin qui peut être facile, dépendamment de ce qu'on a vécu dans notre histoire avec notre féminin. Mais donc du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement guérisseur en fait pour toute femme, parce que c'est quelque chose voilà, c'est un mode d'emploi. Donc effectivement, ça paraît tellement plus logique d'avoir ce mode d'emploi et de pouvoir utiliser à bon escient, plutôt que de faire des tests un petit peu en même temps sur tous les boutons en espérant que ça marche. Voilà un petit peu pour cette première partie. Là, je vais vous expliquer maintenant un petit peu plus sur les archétypes féminins fondateurs en lien avec la tradition d'Avalon. Donc effectivement, en lien avec ce cheminement d'Avalon, justement, et cette reconnexion à ce sanctuaire du féminin, et bien là, en fait, c'est de la même manière que quand on a connecté avec les éléments et les domaines de magie, là, on va rencontrer ce qu'on va appeler les archétypes féminins fondateurs. Alors, il y a plein d'archétypes et de divinités dans la tradition celtique. Et donc, selon les différentes écoles et les différentes traditions suivies pour Avalon, ces archétypes fondateurs vont changer. Donc là, moi, je vous présente ceux avec lesquels je travaille, mais c'est pas coulé dans le marbre, hein, encore une fois. L'idée, c'est vraiment de choisir une représentation de ces 4 archétypes féminins fondateurs. Donc, comme je disais, la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la femme sage. Et donc là, effectivement, selon les divinités qui vous attirent la tradition celtique, certains vont connecter avec Dana plutôt qu'avec Rhiannon, plutôt qu'avec Arianrhod, par rapport à l'archétype de la mère, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment, ça peut être très personnel, c'est simplement dans cette idée de garder cette
un petit peu comme les 4 éléments, d'avoir 4 éléments fondateurs féminins qui représentent ces différentes énergies-là. Donc effectivement, dans ma pratique en fait avec Avalon, les archétypes fondateurs féminins que j'ai choisis, effectivement, vont être représentés par Brigide, effectivement pour la jeune fille, donc la petite jeune fille pure, voilà, ce côté de feu de créativité justement, voilà, qui naît, avec Dana pour la représentation de l'archétype de la mère, donc Dana qui est effectivement la mère au niveau irlandais, et toi tu as des Danann, donc le premier peuple, etc. Sur la tradition celtique large. Morrigan, bien évidemment aussi pour l'enchanteresse, donc l'archétype vraiment de cette femme qui a plein de pouvoirs de magie. Morgane est souvent considérée comme une divinité centrale pour les personnes justement qui sont reliées à la magie, à la sorcellerie, etc. Et enfin, Keridwen pour l'archétype de la sage, qui donc avec son chaudron de connaissances et d'inspiration va représenter cette énergie de la femme qui a toutes les réponses, entre guillemets. Et on peut y rajouter, bien évidemment, moi, ce que j'aime beaucoup faire dans cette pratique d'Avalon, c'est d'y avoir en fait un petit peu comme le 5e élément qui est incarné par nous-mêmes, par cette alchimie des 4 autres éléments que l'on crée de manière unique. Et bien là, de la même manière, dans ce travail avec le féminin, ces 4 divinités, en fait, et ces 4 archétypes féminins peuvent être sublimés par un 5e. Et donc, bien évidemment, là, on va parler de la Dame du Lac qui incarnera l'archétype de la souveraine. Donc, celle qui a justement incarne, en fait, de manière complètement mixée et reliée ces 4 autres archétypes de féminin. Donc là, dans cette tradition-là, du coup, il y a chaque divinité, en fait, dans la tradition d'Avalon, va pouvoir être associée avec un lieu précis sur l'île d'Avalon. Donc effectivement, souvent on va associer Brigide avec la source blanche, donc cette source qui représente le liquide en fait sexuel, le liquide transparent en fait de la déesse. Dana qui elle donc pour l'archétype de la mer, qui est souvent associée avec la colline du Calice, donc cette zone de l'île d'Avalon également qui représente un petit peu le ventre de la déesse. Je l'avais mentionné que l'île d'Avalon et même la topographie même de la ville de Glastonbury représente cette femme, ce corps de femme allongé, et donc du coup la colline du Calice représenterait son bas-ventre. Donc une zone qui va être rattachée à ces énergies de la mer. Morrigan qui effectivement donc dans ce complexe de l'enchanteresse va être la transformatrice un petit peu en fait, et souvent associée donc à la source rouge, cette source féerique qui du coup représente un petit peu le sang lunaire de la déesse, et qui va être à la fois force de purification et force de régénération, revitalisation, connexion en fait à ces profondeurs intuitives. Et enfin, Keridwen, qui, donc, dans la tradition celtique, en fait, de la légende du Graal, le Graal n'est pas une coupe qui aurait récupéré le sang du Christ, mais serait le fameux chaudron de Keridwen, donc cet objet qui contient toute la source de la connaissance, de l'inspiration du monde, et qu'il est dit dans la légende qu'il serait donc enterré au centre de la colline du Thor, cette colline labyrinthique, qui aurait donc la représentation du labyrinthe que l'on voit à l'extérieur de la colline, serait dans la légende justement cette représentation interne dans cette colline, et donc au centre de ce labyrinthe siégerait Keridwen avec son chaudron d'inspiration. Donc en fait, quand on va être dans notre quête et dans notre travail avec la tradition d'Avalon, on va justement aller visiter ces différents lieux en méditation ou dans la vraie vie si on va vers Glastonbury, ou dans d'autres lieux d'ailleurs dans le monde. Encore une fois, Glastonbury est juste un des phares en fait et portails physiques d'Avalon, mais il y a d'autres régions du monde en fait qui peuvent avoir ces différentes représentations pour nous permettre de nous connecter à ces énergies des 4 archétypes féminins. Mais l'idée dans cette concept de lien avec Avalon et avec cette île justement sanctuaire, c'est d'aller visiter, rencontrer ces différents personnages, de recevoir leurs enseignements, et qui nous permet justement de nous relier à nos propres enseignements intérieurs, encore une fois, et donc de renouer
avec chacune de ces archétypes féminins qui nous composent. Et donc, pour s'y relier, généralement, on va pouvoir s'associer à ça. Donc, en fait, on voit que ces 4 archétypes fondateurs sont très liés, en fait, avec les mouvements et les cycles du féminin. On a un cycle globalement de 28 jours, correspondant à un cycle lunaire. On est relié à ces différentes 4 saisons par rapport au fait que justement on a cette capacité de création un petit peu comme la nature au final. Bref, on est vraiment très relié à ça et on peut se relier à ces différents archétypes, que ce soit via donc la tradition d'Avalon dont je parle, voilà, avec ces différents lieux de ressourcement magique, soit après de pouvoir faire ce lien-là entre ce que l'on connecte, encore une fois, dans ces différents voyages méditatifs d'Avalon avec notre quotidien, et donc de faire le pont entre les deux, toujours en fait faire ce pont entre les deux. Donc voilà un petit peu dans comment on peut commencer en fait, et quand on va arriver sur l'île d'Avalon, généralement on va travailler énormément avec la roue celtique, la roue de l'année païenne, pas forcément celtique, la roue de l'année, et chaque quadrant en fait de l'année va être représenté par un de ces archétypes féminins fondateurs que l'on va rencontrer, duquel on va apprendre justement les différentes qualités enseignements qu'ils ont à nous apporter. Donc la jeune fille qui va justement nous apporter toute cette capacité à nous connecter aux nouveaux apprentissages, à ce renouveau, ces inspirations, cet élan, cet enthousiasme pour la vie. La mère qui va nous enseigner tout ce côté de bienveillance, de patience, d'enseignement, de créativité, de fertilité. L'enchanteresse qui, elle, va nous enseigner tout ce côté de transformation, d'intuition, de magie, cette capacité de création, destruction aussi, bien évidemment, d'affirmation de soi, de commencer à se détacher des petites choses du monde pour connecter à ce qui est vraiment important pour nous. Et enfin, la femme sage qui, elle, va nous permettre de nous enseigner cet art de la contemplation, de l'introspection, du bilan, d'être dans cette intégration et son lâcher-prise, cette sérénité. Donc, en fait, voilà, c'est des outils qui nous permettent sur ce cheminement de comprendre, en fait, encore une fois, ce fameux mode d'emploi de féminin duquel je parlais. Est-ce que tu veux repartager autour donc de ta cliente justement qui a eu une expérience concernant la méditation compliquée pour entrer dans la grotte? Est-ce que c'est cette partie-là qui... Alors après, c'était juste en termes d'exemple, simplement que voilà, de faire cette reconnexion à son féminin pour beaucoup de femmes n'est pas quelque chose qui est assez aisé. Et effectivement, voilà, quand on a voulu faire ça avec ma cliente, elle arrivait à aller au niveau de cette grotte sacrée, de son utérus, de son chakra sacré, mais elle ne voulait pas entrer, elle avait peur de rentrer, etc. Et le fait d'être en présence avec elle, de pouvoir la guider, l'accompagner, la soutenir en fait dans ce travail-là, effectivement, elle a réussi à ouvrir cette porte et justement à pouvoir reconnecter avec toutes les merveilles que cette grotte habite. Et donc du coup, maintenant, est en capacité, n'a plus peur d'y aller juste par elle-même. Mais parfois, voilà, on a besoin de ce petit coup de pouce parce, comme on le disait, en lien avec tout ce qu'on a pu traverser dans soit notre histoire de cette vie-ci, soit de toutes les autres vies d'avant, ça peut être très compliqué parfois, voilà, de connecter à ça tout seul, et on a besoin de se sentir protégé, soutenu en fait par quelqu'un qui va nous tenir la main entre guillemets pour aider à passer la porte. Donc une fois en fait, on se rend compte que c'était pas si horrible que ça, et au contraire. Donc là effectivement pour ma cliente, ça a été une belle guérison pour elle, et généralement en fait c'est le cas, c'est-à-dire souvent on imagine les pires choses possibles alors qu'en fait c'est pas aussi pire si je puis dire que ce qu'on aurait pu croire au départ. Mais imaginez un petit peu que le corps humain, c'est comme si c'est comme si c'était une grande machine en fait, et qu'il y a des zones que vous n'avez pas allumées. En gros, c'est ça en fait. Reconnecter à son féminin sacré, c'est un petit peu la cave dans laquelle vous n'êtes jamais allé, quoi. Et on va rallumer la lumière dedans. C'est un peu dans cette idée-là. En fait. Et j'ai une question, par exemple, si tu as eu un traumatisme autour de ta grotte sacrée, tu conseillerais de commencer justement par ce type de méditation, de rentrer dans cette grotte et de faire confiance, etc. Ou tu préférerais, dans ta vision, que ton client ou ta cliente se connecte plutôt à son enfant intérieur, première étape, et après la connexion à la grotte sacrée? Alors, je ne vais pas forcément faire de lien avec les deux.
En fait, D'accord. comme je te dis, pour moi, c'est deux thématiques différentes. Donc, ça va vraiment dépendre quelle est la problématique et le besoin de la personne, en fait. Donc, si voilà, elle s'est coupée de sa joie de vie, de sa joie d'enfant, de ses rêves, etc. Si elle a pris une voie totalement différente de celle qu'elle aurait voulu prendre petite, bien sûr, on va commencer au départ avec cette connexion du cœur, de l'enfant intérieur, etc. Maintenant, si c'est une femme qui a vécu de grosses violences sexuelles, qui a vécu de nombreuses fausses couches ou qui a dû faire des IVG pour X et Y raison, le trauma de la zone elle-même du féminin va être plus importante à traiter en premier lieu que l'enfant intérieur. Donc après, dépendamment la gravité et la difficulté pour la personne, voilà, d'être en lien avec cette zone-là, certaines vont vouloir commencer à le faire toute seule et à se connecter par des méditations, par des travails personnels et autres. Mais selon les gravités, puis même en fait, moi je le vois pour moi-même, je l'ai fait aussi, c'est d'aller en fait voir des personnes qui vont pouvoir nous accompagner. Peu importe le thérapeute que c'est, dès l'instant que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, que vous sentez, voilà, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner. Pour moi, en fait, c'est pas un travail. Il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul, mais il y a des choses comme ça où on va pas pouvoir aller aussi loin et guérir autant que si on était accompagné par quelqu'un. Parce que parfois, en fait, notre propre mental nous protège. Donc, il nous empêche de voir les différentes blessures parce qu'il sait que ça fait mal. Le problème, c'est que tant qu'une blessure n'est pas vue, elle n'est pas soignée. Et si elle n'est pas soignée, elle va continuer de nous faire mal jusqu'à la fin de nos jours. Donc, l'idée, c'est que, effectivement, quand vous vous faites mal quelque part, vous faites quoi? Vous allez voir le médecin pour qu'il vous soigne, qu'il vous répare votre bras ou quoi que ce soit. Là, c'est un peu pareil, en fait, énergétiquement parlant, de pouvoir avoir quelqu'un à qui se confier, d'être en confiance avec cette personne pour pouvoir justement aller au-delà de parfois des blessures de culpabilité. Tu vois, par exemple, je pense à des femmes qui font des fausses couches ou des IVG et qui vont se sentir, voilà, je suis pas une femme normale, j'arrive pas à faire un enfant, ou au contraire, je fais un enfant mais je n'en veux pas parce que c'était pas la bonne personne, parce que. Et là, on se dit, ces femmes-là vont porter un poids de culpabilité qui va être difficile d'enlever toute seule, en fait. Donc ça, pour moi, c'est important, justement, que ces personnes-là trouvent, en fait, que ce soit parfois même dans une amie, une amie qui est vraiment très intuitive, très lucide, qui va pouvoir nous soutenir dans ça. Moi, je sais que ma meilleure amie a souvent été force d'aide énorme, et l'est toujours d'ailleurs dans plein d'aspects de ma vie. Donc, si vous avez la chance d'avoir une amie comme ça, vous avez beaucoup de chance. Mais si après vous avez besoin d'un professionnel, c'est aussi la démarche à faire pour se sentir mieux. Encore une fois, on n'est pas là pour souffrir, quoi. On est d'accord. Puis alors, je trouve ça très bien que tu mettes ça aussi en avant, parce que souvent on oublie, quand on a des complexités comme ça qui s'opèrent dans la vie, c'est important d'aller consulter. Et c'est pas parce qu'on consulte qu'on est des gens rock'n'roll, au contraire, on est même plutôt des gens conscients des problématiques que ça engendre. Et tout laisser au cheminement le soin de guérir, c'est pas forcément bon, parce que comme tu dis, des fois il y a des blocages tellement forts que ça empêche l'évolution en réalité. C'est ça, exactement. Donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est un bon moyen, voilà, de pouvoir être accompagné dans ça. Après, comme je dis, il y a plein de petites choses qu'on peut commencer à faire. Et donc, comme je mentionnais au début de la chronique, voilà, déjà de commencer à regarder son féminin sous un autre angle. Oui. J'ai envie de dire. Changer son langage, en fait, arrêter de penser que quand vous avez votre cycle, c'est la punition divine ou je ne sais quoi. Au contraire, rendez-vous compte, en fait, de la puissance que vous incarnez, parce que ce moment, en fait, du cycle qui est tellement parfois vu négativement par les femmes, c'est un petit peu la chance qu'on a en tant que femme d'avoir un système auto-nettoyant mensuel. Ces messieurs pourraient nous envier, parce que du coup, nous, on peut vraiment faire passer pas mal d'émotions et de compréhension mensuellement, alors que les cycles masculins sont plus saisonniers, en fait. On est sur du 3-4 mois généralement sur les cycles masculins. Donc, ils n'ont pas forcément physiquement cette capacité-là. Donc, justement, c'est de renouer avec ces forces-là. Il y a plein d'ouvrages, en fait, sur ça. Donc, si justement on veut passer au-delà du New Age, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi, j'avais beaucoup apprécié à l'époque le livre de Miranda Gray qui maintenant elle a été réédité, il s'appelle Lune Rouge.
Et elle explique aussi en travers un petit conte initiatique. Enfin, c'est vraiment très bien fait et très pragmatique pour le coup, pour se rendre compte de tout, parfois les pensées et les croyances avec lesquelles on a grandi. Donc rien que ça, je pense que ça peut vous aider. Il y a plein d'autres. Si vous avez besoin d'autres ouvrages, de conseils sur ça, je vous invite à m'écrire parce que j'aurai plein de références à vous partager. Et ça me fera très plaisir voilà, de vous aider et de vous mettre le premier pied à l'étrier, je dirais, de cette quête du féminin sacré. Je te remercie Alexandra, donc n'hésitez pas à son site, alexandragallo.com, donc Alexandra comme le prénom, Gallo, G-A-2-L-O.com, si vous voulez effectivement contacter Alexandra. Tu as un mail aussi Alexandra de mémoire. Oui, contact.alexandragallo, tout attaché, @gmail.com. Et avant de terminer cette chronique, quelques petites actus du moment. Donc, si tu as été, voilà, ça t'a plu d'en apprendre un petit peu plus sur ces différentes forces du féminin et que tu veux aller encore un petit peu plus loin, eh bien, du coup, sache que j'ai un module spécifique des soins du féminin sur mon site internet alexandragallo.com avec justement une introduction un peu plus conséquente sur le féminin sacré. Donc, c'est un module qui te permet d'apprendre quelles sont les plantes, les huiles essentielles et les différentes concoctions que tu peux faire pour t'aider voilà, à cette reconnexion du féminin ou à soigner certains symptômes de ton féminin, que ce soit au niveau des périodes de ton cycle, que ce soit d'autres différentes problématiques en lien avec le féminin. Donc, je t'invite à consulter voilà, sur mon site dans l'espace formation, les ateliers découvertes, où tu découvriras le plan de ce module des soins du féminin. Et également, si tu veux aller encore plus loin dans ce chemin de la quête du féminin sacré et que tu veux pouvoir connecter directement avec cet Avalon entre guillemets physique qu'est la ville de Glastonbury en Angleterre, eh bien sache qu'il me reste encore une place pour pouvoir participer à la retraite que j'organise au mois d'octobre, qui s'intitule À la source du féminin sacré, qui va être faite donc dans la première semaine de Toussaint du 18 au 25 octobre. Donc, si tu es intéressé, tu retrouveras tous les différents éléments dans la page événements de mon site internet et je t'invite à prendre ton appel découverte pour en discuter ensemble, pour voir du coup cette retraite pourrait correspondre à tes besoins par rapport à cette quête du féminin sacré. Je te remercie grandement, ma très chère Alexandra, pour cette magnifique matinée. Avec grand plaisir.